Le podcast minier vous est fièrement présenté par Agnico Eagle, la plus grande société minière au Canada et le deuxième producteur aurifère en importance au monde. Ensemble, on vous fait découvrir toute l'énergie, la passion et les coulisses fascinantes du monde minier. Au podcast minier aujourd'hui, on est toujours dans la série du podcast à Explore, le congrès de la EMQ à Montréal. Puis aujourd'hui, on plonge dans le monde de la stratégie, du développement durable et de la performance ESG avec deux femmes qui redéfinissent l'avenir responsable du secteur minier. Et j'ai nommé Cindy Valence et Francesca Rios. Bonjour Manon. Allô, Manon. Ça va bien les filles? Oui, ça va, merci. Oui. Comment vous trouvez mon intro? Number one. Number one. Excitante, motivante. Hey, ça fait 1 an que vous avez plongé dans l'entrepreneuriat avec État Stratégie. Avant de plonger dans votre compagnie, moi, je vous connais, vous êtes mes amis, on a travaillé ensemble, mais les gens probablement ne vous connaissent pas toutes qui écoutent. Votre background. Alors, Francesca, je vais commencer avec toi. Nous parler de ton background, puis comment justement tu as atterri à travailler dans le secteur minier. Oui, ben mon background, au niveau des études, j'ai fait études internationales qui m'a vraiment amené un bagage au niveau de toute la compréhension sociopolitique, économique, développement international. J'ai fait une spécialisation aussi de 2e cycle au niveau de coopération puis développement international, puis une certification du MIT en développement durable. Puis ensuite, depuis le début de ma carrière, je suis dans le secteur minier. Je suis pour l'histoire courte de l'Abitibi, Témiscamingue, fait que c'est une région très minière. Donc, j'ai travaillé comme conseillère stratégique chez 41 Heures International avec tout le positionnement stratégique à l'international, accompagné beaucoup des fournisseurs miniers dans leur développement de marché, dans leur étude de la concurrence, étude de marché, etc. Puis ensuite, chez Sayona, comme chargée de projet en développement durable, où là, j'ai vraiment plongé vraiment au cœur de l'ESG puis du développement durable au sein de l'industrie minière encore plus profondément. Fait que voilà pour faire une petite histoire courte. Puis toi, Madame Valence, c'est ta 2e ou 3e fois au podcast minier, Cindy? C'est ma 3e, je pense. Hey, t'es une habituée. Écoute. Puis on aime ça. Non, mais honnêtement, on apprécie vraiment le fait que tu nous invites au podcast dans le cadre de Explore. C'est une belle marque. Merci, Manon. Puis toi, ton background, Cindy Valence? Bien, en fait, ça fait quand même plusieurs années que je baigne dans le réseau, si on peut dire ça comme ça. Peut-être un élément que peu de gens savent, c'est que j'étais quand même 17 ans pour les banques. Hein. Ça a commencé comme ça, mon arrivée à Rouyn-Noranda, donc dans le secteur... Non, je savais pas. Ah non, tu savais pas ça? Non. Ben oui, 17 ans. Écoute, j'ai fait mon temps. Puis par la suite, effectivement, avec 48e Nord, donc on se rappelle bien d'Éric Boucher là, à l'époque, là, qui était une personne très dynamique et aussi avec une capacité de mobiliser les entreprises autour de la cause de l'industrie minière. Donc, effectivement, avec 48e Nord International, où j'ai eu le rôle de directrice générale. On se rappelle peut-être aussi, pour ceux qui nous avaient... qui étaient près de nous à l'époque, on avait développé l'offre de service Le Réacteur, qui était directement dans le temps de la COVID, qui accompagnait les entreprises justement à développer une connaissance du marché, à développer une connaissance aussi, à approfondir leur proposition de valeur pour permettre justement d'intégrer de nouveaux marchés. Et c'est là, avec Francesca, justement, là, où ce qu'elle est venue me rejoindre chez 48e Nord International. En parallèle avec 48e Nord International, mais j'ai fait ma maîtrise en administration des affaires avec une spécialisation gestion appliquée à l'industrie minière. Puis je me rappelle bien que j'avais demandé à cette époque-là à mon ex-mari, à savoir si je devais prendre le MBA général ou l'industrie minière. Puis il m'a dit, Cindy, voyons, on est dans le hub minier en Abitibi, là. Let's go, va-t'en dans l'industrie minière. Donc j'ai fait... All right. Donc, je me suis aboutie justement à une meilleure compréhension de l'industrie, justement à travers la maîtrise en administration des affaires. Puis par la suite, en force de faire le MBA, puis je me rappelle, ça, c'est une anecdote qui était drôle. Je donnais mon dernier travail de ma maîtrise, justement, dans le cadre de ma fin de session. Puis qui c'est qui cogne pas à la porte? Sayona, Guy Laliberté. Et il me dit, Cindy, il dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu t'en viennes nous rejoindre, Puis à l'époque, écoute, Sayona venait tout juste d'acheter North American Lithium en 2021. Donc, je fais, ben non, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aime ça être chez 48e Nord, puis on avait un projet à un an. Il dit, non, il faut que tu t'en viennes. Donc, coïncidence, mon MBA est terminé. J'embarque chez Sayona. On connaît l'histoire. J'ai resté là comme justement vice-présidente exécutive et chef de la direction développement durable pour les 3 dernières années et demie. Et puis là,
ce qui arrivait est arrivant. Francesca et moi, on a décidé de se lancer dans le bain puis dire let's go, on a toutes les capacités, on a toute la capacité, on a toute la connaissance pour partir Ethos. Hey, l'entrepreneuriat, je veux dire, ça prend quand même du courage. Puis des fois, ça faut pas trop y penser, puis il faut plonger. Là, quand on décide de faire ça, je m'y connais. Tout à fait. Ça fait quoi? Ça fait 15 ans? 15 ans? 16 ans. 16 ans, Rouillé Communication. OK, Ouais, c'est cool. Vous allez voir, rendu là, tout va bien après. Ah, OK, c'est bon. On y arrive, on y arrive. Mais qu'est-ce qui vous a donné justement le goût de fonder une entreprise où, oui, vous vous êtes retrouvés, vous dites, ben, OK, là, c'est quoi mes options? Est-ce que je retourne sur le marché du travail? Est-ce que je pars mon entreprise? C'est ça, vous avez décidé. Ouais. Pourquoi? Il n'y avait pas cette offre-là? En fait, plusieurs éléments, je pense, qui ont porté ça en cause. De un, cette volonté-là aussi d'apporter puis de contribuer à un impact positif avec les entreprises. Puis on se rappelle justement avec Sayona comment est-ce que ça a été assez abrupt aussi la fin de l'épisode aussi. À l'époque, Francesca elle a été impactée aussi comme moi. De là qu'on s'est questionné. On a eu beaucoup de rencontres ensemble, là, puis ça a développé encore plus notre amitié, je vous dirais. On a passé un peu plus du mentor, mentoré, employeur, employé, à maintenant vraiment une relation d'amitié, puis te dire, let's go, on est plus partenaires. Donc, c'est vraiment notre volonté à vouloir faire la différence, puis nos convictions aussi à dire, non, oui, on pourrait apporter une solution, justement, avec tout le bagage qu'on a depuis les années pour une compagnie. Puis, je pense qu'on a eu des approches, effectivement. Puis, des fois, tout est une question aussi de culture d'entreprise, de timing, de fit. Je veux dire, il faut quand même que l'entreprise, faut qu'il y ait un fit d'emblée. Puis par la suite, avec le bagage justement en matière de positionnement, etc., avec ce qu'on avait appris aussi avec 48 Nord, puis chez Sayona, on va développer notre propre offre de service. On va développer notre propre culture d'entreprise. Puis on savait justement les deux qu'on n'était pas dans une dynamique de juste être les deux dans un sous-sol puis développer une business. On voulait vraiment créer quelque chose d'impact. Puis c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui parce que, bon, on est rendu avec un employé, on est rendu maintenant avec un bureau aussi, puis ce qu'on avait établi dans notre plan d'affaires, c'est exactement ce qui se passe. Donc, le pourquoi d'avoir créé Ethos, c'est qu'on savait justement qu'à travers tout ce qu'on avait acquis, puis la conviction, justement, cette certitude-là de développer une entreprise innovante au bénéfice des sociétés, puis d'amener toute la sensibilité aussi à l'égard d'appliquer une approche de développement des affaires responsables, nous a mené justement à créer Ethos. C'est quoi développer une approche des affaires responsables, justement? Bien, pour compléter là-dessus, peut-être, puis pour répondre aussi à la question de pourquoi on a décidé de créer Ethos, c'est que notre approche est vraiment basée sur nos expériences antérieures. Sydney et moi, ça fait 10 ans plus qu'on travaille ensemble, puis on sait comment les deux on travaille, on est complémentaires, puis on a vraiment fait un mix entre notre expérience chez 41 International et nos récentes expériences en général, pour pas toutes les nommer, où on s'est dit justement, on sait que l'industrie minière, les sociétés minières, ils ont des attentes à rencontrer. On sait que les fournisseurs miniers, les autres, ils veulent intégrer les chaînes d'approvisionnement, puis ils doivent se démarquer, ils doivent avoir une approche qui est innovante, mais on voulait aller justement, comme Cynel dit, dans la responsabilité. Fait qu'on a vraiment fait un mix de qu'est-ce que l'industrie a besoin, puis qu'est-ce que les fournisseurs ont besoin pour se positionner, pour créer une offre de service qui, justement, venait condenser nos expériences puis notre approche. Puis quand les gens cognent à votre porte, une entreprise vient vous voir, est-ce qu'elle sait pourquoi qu'elle vient vous voir? Est-ce qu'elle dit, bon, ben moi, j'ai besoin d'Ethos pour m'aider dans mes pratiques ESG, par exemple? T'sais, est-ce qu'ils savent ou vous devez faire un peu d'éducation? Je te dirais de plus en plus, parce que l'année passée, à pareille date, moi et Francesca, ça a été Explore, qui a vraiment été un peu notre benchmark. Bien qu'on connaissait vraiment le marché, je veux dire, on a baigné dedans, puis on sait exactement où il y avait une opportunité, puis les manques aussi, surtout, tu sais. Puis les gens ne comprenaient pas trop, parce qu'effectivement, le ESG, quand on en parlait, il était comme « Ouais, mais on n'est pas rendu là. On n'est pas assez mature pour ça. » Je pense que je vais juste backer. Avant d'aller plus loin, on pourrait peut-être définir le terme ESG. Oui, fait que ESG, puis c'est jamais rien de nouveau. Les gens, ils pensent ESG, puis ils disent « Oh mon Dieu, c'est quoi cette bébête-là? » Mais en réalité, le ESG, c'est un cadre. C'est un cadre structurant qui permet de mesurer la performance d'une entreprise au niveau environnemental, au niveau social, au niveau de sa gouvernance. Fait que c'est vraiment un guideline, si tu veux, qui vient dire sur quoi tu dois travailler pour améliorer ta performance financière, mais aussi l'impact
que tu as sur la société par tes opérations. Puis pour donner un exemple très, très simple, une entreprise manufacturière, pour elle, le ESG, d'un point de vue environnemental, ça serait de gérer ses risques au niveau de sa chaîne d'approvisionnement. Si elle sait qu'elle doit s'approvisionner, par exemple, en Chine, puis que justement les matériaux avec le transport, mais aussi avec la façon dont il a été fabriqué, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, bien ça, c'est justement, tu travailles sur ta chaîne d'approvisionnement, tu vas travailler sur ta performance environnementale. Une entreprise qui a un impact sur les communautés par la création d'emplois ou par justement la diversité, l'équité, l'inclusion, bien, travailler sur sa performance ESG d'un point de vue social, ça va justement s'assurer qu'il y ait des retombées économiques positives pour la société. Fait que le ESG, c'est juste un cadre qui vient tout mettre ensemble, qui se repose sur des standards internationaux qui guident ce qu'une entreprise doit mesurer, améliorer puis reporter. Concrètement, quand on vous approche justement pour venir travailler puis que les entreprises veulent fitter dans le cadre ESG, on peut avoir, peut-être tu l'as mentionné tantôt, une entreprise manufacturière ou autre. On n'est pas nécessairement dans un cadre, il faut absolument que ce soit une compagnie d'exploration minière ou manufacturière. Vous pouvez travailler avec les 3 types d'entreprises. Pouvez-vous nous expliquer et nous amener à travers peut-être un récent mandat ou un mandat que vous voulez mettre de l'avant dans votre dernière année qui vous a vraiment fait vibrer? Il y en a plusieurs, là. Oui, on peut nommer un. Justement, il y avait une entreprise, parce que souvent, comme tu l'as mentionné, on pense à développement durable, puis on pense à ESG, puis c'est les grandes sociétés minières très matures, justement, qui ont je pensais au début. Oui, puis qui ont un département de développement durable, puis qui travaillent sur les digues, sur les tailings, etc. Mais tu sais, par exemple, pour une entreprise fournisseur, manufacturière, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est quoi la question? Excuse-moi. Non, mais t'étais bien parti, là. Manufacturière, fournisseur, justement, qui a besoin de comprendre les standards des grands donneurs d'ordre. Oui, bon, une façon, par exemple, d'intégrer le ESG, ça serait, par exemple, de venir... c'est là où notre approche est innovante. De venir travailler sur aligner son département, par exemple, d'innovation, puis de dire, OK, moi, j'ai un département d'innovation, je suis un fournisseur, puis je veux améliorer justement mes produits ou mes solutions. Notre approche, ça serait de voir, OK, bien, qu'est-ce que tes donneurs d'ordre, sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qui est matériel pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux, pour que l'entreprise puisse dire, OK, bien, je sais que mes donneurs d'ordre, ils travaillent sur X ou Y, Z éléments qui veulent améliorer. En tant qu'entreprise manufacturière, bien, je vais innover puis je vais développer des solutions qui vont permettre de justement venir se positionner sur la chaîne d'approvisionnement. Fait que c'est là où on parlait justement de développement d'affaires responsables. C'est que la finalité, c'est des produits qui sont innovants, qui sont durables parce qu'ils vont améliorer l'empreinte sur l'eau, ils vont améliorer l'empreinte sur autres éléments importants. Mais en même temps, ça permet à l'entreprise de se positionner sur les chaînes d'approvisionnement. Fait que c'est là où c'est innovant notre approche. Puis ce qui est intéressant, ça, c'est d'un point de vue fournisseur, qui, eux, comprennent la réalité des grands donneurs d'ordre. Mais encore faut-il que les donneurs d'ordre, eux autres aussi, doivent comprendre c'est quoi les grands standards puis les expectations, justement, de nombreuses parties prenantes. Puis ici, quand je parle de parties prenantes, c'est pas seulement les communautés d'accueil ou les communautés autochtones, c'est vraiment aussi les investisseurs, les fournisseurs, les membres du conseil d'administration, les employés, etc., etc. Puis c'est là-dedans aussi qui est intéressant parce que, bon, on a quelques clients qui sont des sociétés d'exploration junior qui débutent, qui arrivent souvent avec une capitalisation boursière, bon, entre 10 et 30 millions, avec souvent pas beaucoup non plus d'employés, parce que, bon, ils viennent d'acheter des claims ou tout simplement, ils tentent de faire un positionnement sur le marché, mais qui ont besoin d'avoir justement cette guidance-là, d'avoir une compréhension globale d'un point de vue géopolitique, social, réglementaire, environnemental. Puis c'est là qu'Ethos amène toute sa valeur aussi, de les aider à bien se positionner puis à comprendre tous ces aspects-là qui sont d'importance. Puis ça part, comme je le mentionnais, sur comprendre les attentes, comprendre aussi justement les besoins de l'environnement dans lequel justement ils s'intègrent, puis de là, bien, qui leur permet de définir par la suite des initiatives basées sur les attentes de ces parties prenantes-là. Donc, ça évite de faire des faux pas. Ça évite surtout aussi de s'assurer que chacune des décisions puis des actions qu'ils vont prendre tout au long du développement du projet sont basées justement sur une conscience et une sensibilité globale de l'environnement dans lequel ils s'intègrent. Agnico Eagle est fier de présenter le podcast minier. Avec cet engagement, on poursuit notre mission. Faire briller l'industrie minière, mettre en valeur son savoir-faire, ses talents, sa relève et ses retombées positives dans nos communautés. Je regardais, je me souviens pas si c'est sur le site Internet d'Ethos ou quand on a eu notre discussion, mais on parlait beaucoup de la notion de matérialité qui est au cœur de votre approche. Là, je me disais matérialité. Je trouve que c'est un nouveau terme qu'on utilise pour dire les enjeux prioritaires, les sujets d'importance pour l'entreprise. Mais vous en parlez un peu, tu sais, de la matérialité, puis comment,
que ce soit la sécurité, la gestion de l'eau, les relations avec les communautés, comme tu viens de dire. Pouvez-vous nous expliquer justement comment vous aidez vos clients à définir les enjeux matériels et comment qu'eux, ils peuvent en faire un levier stratégique, justement, quand vous arrivez là? Ouais. Bien, pour définir la matérialité, il y en a deux. Puis là, je vais pas aller trop vite, mais il y a le concept de matérialité et il y a le concept de double matérialité. Fait qu'il y a la matérialité... Déjà, moi, il fallait que je comprenne le premier, tu m'amènes un deuxième. Ben, tu vas voir, c'est vraiment simple quand je vais te l'expliquer. Puis la double matérialité, c'est juste un mix des deux. Fait il y a la matérialité financière, qui est les enjeux qui ont la possibilité d'avoir un impact financier ou sur la valeur de l'entreprise. Fait que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une mine qui est dans un contexte aride, bien, quelque chose qui va être matériel pour elle, ça va être justement au niveau de la gestion de l'eau. L'entreprise manufacturière qui, justement, doit s'approvisionner en certains matériaux, bien, qu'est-ce qui va être matériel pour elle de travailler? Ça va être sur, justement, sa chaîne d'approvisionnement. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de la matérialité financière. Au niveau de la matérialité d'impact ou la matérialité socio-économique, c'est les enjeux qui ont... non, c'est les effets positifs ou négatifs que l'entreprise peut avoir dans le monde extérieur. Fait que c'est vraiment, par exemple... l'employabilité, par exemple, les retombées économiques, les émissions de carbone, les tailings, justement. Fait qu'il faut le voir que la matérialité financière, c'est comment les enjeux extérieurs peuvent avoir un impact sur l'entreprise. Puis la matérialité socio-économique ou la matérialité d'impact, c'est comment l'entreprise, par ses activités à elle, peut avoir un impact dans le monde extérieur. Fait que le concept de double matérialité, c'est de prendre justement les deux. Fait que d'essayer d'évaluer, OK, mon entreprise, par ses activités, par ses opérations, comment elle a un impact sur le monde extérieur. Puis d'un autre côté, comment le monde extérieur a un impact sur les opérations de l'entreprise. Puis pour savoir qu'est-ce qui est matériel pour une entreprise, bien, il faut justement avoir une analyse au niveau plus financière, plus stratégique. Puis l'autre côté, pour savoir c'est quoi qui est ta matérialité socio-économique, tu dois vraiment faire un processus de consultation avec tes parties prenantes. Puis quand je parle de parties prenantes, c'est justement tes employés, tes investisseurs. Tu sais, Cindy, elle les a nommés tout à l'heure pour pas le répéter. Fait que puis ça, c'est pas moi qui ai décidé ça. C'est vraiment les standards internationaux de durabilité qui guident comment une entreprise doit définir sa matérialité. Puis de là découlent des initiatives, découlent des indicateurs qui permettent justement de faire un reporting, une divulgation justement dans le cadre d'un rapport de développement durable ou dans le cadre d'un rapport ESG. Si je vous écoute, je me dis, là, vous venez, vous l'avez mentionné tantôt, vous avez un employé avec vous maintenant, mais... Et on embauche. C'est quoi le background qu'il faut avoir pour travailler chez... Là, je comprends que vous avez un background, mais tu sais, tout ça, le développement durable, puis la réglementation et tout ça, ça serait quoi le background que vous recherchez des gens? Ça prend vraiment des connaissances multidisciplinaires parce que, tu sais, il faut vraiment avoir une compréhension du monde politique, mais aussi du monde économique, aussi du monde culturel, social, parce que justement, les parties prenantes, bien là, il y a les communautés locales, mais il y a les communautés autochtones. Fait que c'est vraiment un mélange de social, culturel, politique, un peu comme tu l'as dit, réglementaire, puis évidemment, avoir une curiosité. Parce que, tu sais, le développement durable puis le ESG, c'est large, là. Puis je comprends les gens quand ils disent, ben voyons donc, c'est tout et rien en même temps. Puis c'est la beauté de ça, à mon avis. Tu sais, fait qu'il faut vraiment être curieux puis vouloir apprendre sur tous les aspects qui sont en lien avec l'environnement puis la société. Puis je rajouterais aussi, l'une des grandes valeurs de Ethos, c'est vraiment la présence terrain. T'sais, on a vraiment une approche, justement, on se déplace, on s'en va sur les territoires, on a besoin de comprendre. Il y a beaucoup d'études qui se font par différentes compagnies, justement, qui les font à partir d'un étage X à Montréal ou à Toronto. Mais nous, notre force, c'est vraiment ça, c'est la présence terrain. Donc, ça prend une personne, justement, comme Francesca l'a mentionné, qui est curieux, qui est prêt à se déplacer, qui est prêt à rentrer en contact, justement, avec la culture puis avec les sensibilités ou comprendre les challenges puis les virer en opportunités. Donc, ça prend quelqu'un de stratège. Puis quand vous dites, justement, on est de terrain, dans les débuts, il me semble, quand vous avez cofondé Ethos, vous êtes parti en mission en Afrique. Oui. Ça faisait partie, ça, d'un début de compagnie. Exact. En fait, c'est Loïc Bureau que tu as déjà passé justement en entrevue, je pense, dans un récent podcast du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il m'a donné un coup de fil un mercredi, je pense, direct avant les vacances de Noël. Puis Cindy, il dit, écoute, j'ai un mandat pour vous autres. On a un client, Managem, qui est une société aurifère marocaine, qui a un site en Guinée.
puis il dit on a besoin de donner une formation justement aux surintendants et aussi aux cadres exécutifs de tout ce qui est le ESG. C'est vraiment le ESG 101. Fait qu'on a fait, all right. Donc, on est parti justement en Guinée pendant 3 semaines. On a fait un mix entre Guinée puis le Maroc. On est allé directement sur le camp minier. On a rencontré justement des petits villages. Tu sais, c'est même pas... C'est des villages, là, carrément. Puis on a été en mesure justement de partager l'expertise aussi québécoise. Donc, ça a été intéressant parce qu'on s'est rendu compte que dans le partage de bonnes pratiques, dans le partage justement des enjeux ou des défis qu'on avait, bien, c'était quand même similaire. Tu sais, oui, il y a quelques technicalités près, on s'entend, mais c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on pouvait échanger puis s'inspirer aussi de pratiques de l'un et l'autre. Ça nous a permis en même temps aussi de faire rayonner aussi un peu ce qu'on fait au Québec. Puis êtes-vous revenu de l'Afrique avec quelque chose de nouveau pour votre entreprise, pour les entreprises d'ici? Bien, tout à fait. Les formations en entreprise. Donc, justement, avec ça, on s'est rendu compte que le fait qu'on a une approche innovante, le fait qu'on ait fait un benchmark avec Explore, de comment, qu'est-ce que c'est ça le ESG, puis pourquoi là, pourquoi pas plus tard, bien, on a fait peut-être justement qu'il manque une connaissance, puis justement une compréhension de qu'est-ce que c'est le ESG, puis comment ça peut permettre d'être un levier de performance, tu sais. Donc, on a développé justement des formations en formule lunch and learn ou breakfast and learn ou whatever, tu sais, en formule de 2 heures, qui est un ESG 101. Ces formations-là sont aussi personnalisées en fonction du secteur d'activité puis aussi du marché qu'ils veulent tendre. T'sais. Donc, ça, c'est intéressant. Si on s'inscrit, c'est des webinaires. Comment vous faites ça, ces formations? On les contacte. Comment on vous contacte? Parce que c'est vraiment personnalisé. On les donne pas on les a pas encore donné, en tout cas, à un grand groupe très varié. T'sais, nous, Bien, on a un mix, je te dirais, là, fournisseurs, puis aussi société minière, là, mais tu sais, on commence de plus en plus. Là, on en a donné une, justement, pas dans le cadre de Explore, mais en marge de Explore. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, justement, pour avoir un peu plus de knowledge, tu sais. Vous parliez des 2 types de clients que vous pouvez avoir. Non, pas que vous pouvez avoir, mais il y a comme quand même 2 types de clients qui approchent le ESG. On a le type de clients que c'est plus... ceux qui veulent juste la politique ESG puis dire qu'ils sont là. Puis, on a l'autre type qui va être là pour un levier de performance à leur entreprise. Je pense que vous, c'est plus là que vous êtes, évidemment. Mais quel signe va montrer justement qu'une entreprise est là pour un levier de performance versus je veux le faire pour les livres, mettons? Ça part d'une culture d'entreprise. T'sais, on en a rencontré des entreprises au tout début, hein, Francesca, tu sais, puis on se fait dire, oh oui, on a notre politique de développement durable. Mais elle découle de quoi? Ouais. Puis nous, elle découle de quoi qu'on fait, tu sais? Donc, ça part vraiment d'une culture d'entreprise de dire, bien, on va faire le travail justement pour comprendre davantage nos parties prenantes, comme qu'on expliquait aussi, puis comprendre comment est-ce que ça peut être intégré à notre culture d'entreprise. Puis par la suite, normalement, ça découle par la suite la culture, pas la culture, excusez-moi, la politique de développement durable. Mais tu sais, ta politique de développement durable devrait-elle découler de ton plan d'affaires? Ton plan d'affaires qui découle de ta mission, vision, valeur? Mais tu apportes un élément intéressant dans l'histoire de plan d'affaires. Moi, je vais appliquer chez vous. Non, mais vas-y, Frances. Mais parce que justement, il y a la culture d'entreprise, mais une fois que la culture d'entreprise est là, c'est comment on intègre le ESG au modèle d'affaires. Exact. Ouais. C'est pas des affaires séparées. Hein. Qui va être juste signée puis tablettée puis qu'elle ne vivra pas réellement au sein de l'entreprise. Bien, c'est correct. Tu l'as pour ta conformité, puis tu l'as pour quand tu as tes innovations qui te le demandent ou peu importe. Mais vraiment, nous, notre force, puis c'est là où on aime intervenir, puis de toute façon, c'est là où on intervient, c'est quand l'entreprise veut réellement comprendre comment elle peut intégrer le ESG à son modèle d'affaires. Que ce soit dans son offre de service, que ce soit dans ses initiatives qu'elle fait volontairement avec les communautés ou avec ses employés. Fait que, tu sais, nous, on l'intègre vraiment pour que ça vive au quotidien à l'entreprise et pas que ça soit un sprint que tu fais quand tu l'as besoin, tu l'as fait puis tu y repenses plus. Nous, on est vraiment dans l'intégrer là, au cœur des activités puis tout type d'activités. Puis un élément intéressant aussi, les compagnies qui viennent nous voir, surtout les sociétés d'exploration minière, on sait depuis la réforme de la loi sur les mines, on veut plus d'entreprises qui viennent faire de la spéculation. On veut plus juste des entreprises justement qui viennent forer pour forer puis ton and grade puis lever le stock, on s'entend, tiens. Puis les entreprises qui viennent nous voir de cette nature-là, on leur pose la question, c'est quoi vos intentions? C'est quoi votre vision, justement, avec le développement de ce projet-là? Parce que nous, on va être prêts à vous accompagner, justement, pour développer un projet qui va être porteur, oui, bien sûr, pour vos actionnaires puis pour votre entreprise, mais surtout qui va avoir des retombées concrètes pour le Québec. Donc, c'est de les amener à développer beaucoup plus que juste... Tu sais, on parle beaucoup de deuxième transformation, on sait que c'est ça, la valeur ajoutée, tu sais, d'aller chercher toutes les prochaines étapes de la chaîne de valeur, excusez-moi. Donc, c'est là qu'on est d'amener la compagnie à se dire, OK, oui, je développe mon projet, fine,
what's next? Comment est-ce que John Board, la collectivité autour, comment est-ce que John Board aussi, les suppliers, tu sais, permettent justement d'avoir une essence beaucoup plus Québec qui va permettre d'avoir des retombées directes pour la province. Pour faire du pouce un peu, Cindy, sur qu'est-ce que tu viens de dire en lien avec la réforme, il y a aussi tout l'aspect du greenwashing que les entreprises sont de plus en plus regardées. Le greenwashing égale de dire qu'on fait du développement durable, de dire qu'on veut être carboneutre. Ces termes-là, sans justification, on n'a plus vraiment le droit de les mentionner. Puis je pense que c'est pas encore hyper populaire, que le monde sont peut-être moins au courant. Ça relève beaucoup de la loi C-59. J'ai le bon chiffre. La loi C-59, on en parle chez Rouillé parce que pour nous, c'est super important que si on lance une campagne, si on fait un site web pour les clients ou on rédige des textes ou autres, de s'assurer que ces mots-là ne sont pas pris pour faire du greenwashing, mais sont réellement là avec des faits. La loi C-59, c'est en lien avec la concurrence. Puis dans la concurrence, tu as l'aspect du greenwashing. Fait que moi, ma question, je vais y arriver les filles, inquiétez-vous pas, mais je me demandais comment vous, c'est-tu un bout que vous intervenez dans ça, le greenwashing, quand vous voyez que l'entreprise a fait juste donner des mots et des belles paroles, où est-ce que vous intervenez à ce moment-là? Bien, nous, on n'est pas dans la communication. Fait que, les autres, ces mots dans mes envois dans ce temps-là. Exactement, c'est ça. Ben nous, c'est un peu, on est comme la démarche en amont, on est en avant. C'est sûr qu'on va pas aller surveiller les communications pour s'assurer qu'il n'y a pas de greenwashing, mais dans nos accompagnements, la façon dont on aide justement à éviter qu'on aille dans le greenwashing, c'est comme nos accompagnements sont basés sur le code ESG, puis que le ESG est vraiment data-driven. Tu sais, tout à l'heure, quand je l'ai expliqué, j'ai peut-être pas été là-dedans, mais justement, les cadres internationaux puis les standards internationaux qui viennent définir sur qu'est-ce qui est matériel puis sur qu'est-ce que tu dois reporter, ça, c'est tout relais des indicateurs de performance. Fait que nous, quand on fait une démarche d'accompagnement puis qu'on identifie qu'est-ce qui est matériel pour l'entreprise, sur quoi elle doit travailler, bien, tout ça, c'est relié à des indicateurs de performance. Puis nous, on aide l'entreprise à identifier c'est quoi ces indicateurs de performance, comment récolter cette donnée-là, puis comment la mettre dans les rapports de durabilité, dans les rapports de développement durable. Fait qu'en faisant la démarche complète ESG structurée, tu t'assures que tu ramasses de la donnée qui est réelle puis qui est tangible. Fait que c'est là où, justement, ça permet de ne pas être dans le greenwashing parce que c'est carrément des indicateurs de performance que tu dois suivre. C'est juste de penser, si ta donnée est là puis tu l'as dans tes rapports, c'est aux entreprises de penser après, bien, tu peux pas aller juste dropper le mot. Amène ta donnée avec ton mot, mais bien sûr que tu respectes cette loi-là. Puis on en revient, cette donnée-là, elle est collectée basée sur les attentes des parties prenantes, de toute une démarche. Donc, tu sais, c'est vraiment aligné avec les expectations, puis là, la data, les expectations, puis là, par la suite, les indicateurs qui sont divulgués. Puis même qu'on va un peu plus loin parce que le ESG, ça vient encadrer qu'est-ce que tu dois divulguer, qu'est-ce que tu dois communiquer. Fait que ça l'évite même que tu vas dire ou positionner des propos qui sont pas basés sur rien. Parce que nous, on accompagne vraiment l'entreprise à ramasser de la donnée puis communiquer de la donnée sur qu'est-ce que l'entreprise a réellement un impact. Tu sais, une entreprise, pour bien paraître, pourrait pas dire « Ah ben, je suis rendu zéro papier. » OK, mais c'est pas matériel pour toi de travailler sur le papier. Fait que même qu'on va plus loin puis on s'assure que l'entreprise, quand elle partage de l'information, que ce soit de l'information qui est pertinente puis qui est basée sur des indicateurs de performance qui sont réels. Comme dernière question, mesdames, sur votre site web, vous posez la question probablement à vos clients, quel sera votre héritage? Je vous pose cette question, les filles. Ça va être quoi votre héritage avec Ethos? Puis c'est vrai parce que c'est la première question qu'on pose à tous nos clients qui nous sollicitent, à tout le moins, là, pour avoir un accompagnement. On veut vraiment contribuer à une économie durable en formant ou en accompagnant des entreprises qui vont devenir beaucoup plus responsables. Quand je dis responsable, c'est pas qu'ils ne l'étaient pas avant. C'est d'être beaucoup plus conscients, beaucoup plus sensibles à l'environnement où ce qu'ils vont développer un projet, où ce qu'ils vont développer des affaires, où ce qu'ils vont développer des partenariats. Donc, c'est vraiment notre héritage, c'est de dire, bien, on a envie de contribuer à ça. On a envie d'amener notre bagage qu'on a, notre motivation, notre présence terrain, notre énergie, à dire, bien, on a envie de vous donner un coup de patte à développer cette sensibilité-là en toute conscience, justement, de ce qui se passe autour. Puis aussi à ce que l'industrie minière ait meilleure presse, mais pas en faisant du greenwashing, mais vraiment à démontrer puis à mettre en valeur que c'est possible de justement avoir une industrie minière qui est responsable puis qui a des bonnes pratiques, puis
nous, entre nous, on connaît tous le secteur minier, puis on s'encourage entre nous, mais aussi que le commun des mortels, puis que les autres personnes qui ne baignent pas tous les jours dans l'industrie minière voient qu'il y a tellement d'efforts, qu'il y a tellement d'innovations, puis qu'il y a tellement des démarches, puis des initiatives qui sont possibles d'être faites pour justement mitiger les impacts, puis pour justement, je veux dire, on a tout un téléphone, on a tout un véhicule, on a toutes des maisons, la quantité de matériaux qui sont requis pour ça, sans l'industrie minière, on pourrait pas avoir la vie qu'on a en ce moment. Fait que l'héritage qu'on souhaite laisser aussi, c'est bien justement une économie qui est responsable puis qui inspire les générations futures à pouvoir contribuer à l'industrie minière aussi. Je squeeze une dernière question pour moi, mais je me questionne. Comment vous trouvez votre expérience d'entrepreneur au féminin dans un secteur aussi masculin que le secteur minier? Est-ce que vous le sentez? Pas réellement, non. Je pense qu'être entrepreneur, c'est être entrepreneur. Là. D'un, je pense le risque et le courage qu'on a pris aussi de se lancer dans le bain. Je pense que tu sois une femme ou un homme, c'est similairement la même chose. Ça fait longtemps quand même là, qu'on fait plus d'une dizaine d'années. Là, toi, peut-être plus, là, bien entendu. Puis en plus, toi, tu es élevé avec des hommes. Là, je pense qu'effectivement... je te dirais que je pense que je l'amènerais plus dans une dynamique de... l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Somme toute, on s'est lancé là-dedans en toute conscience, justement avec une conviction qu'on avait quelque chose à livrer, puis avec effectivement, là, je veux dire, on y croyait. Puis de toute façon, Francesca et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on se complète, hein? Absolument. Je veux dire, moi, souvent... Le yin et le yang. Oui, bien en fait, exactement. Tu sais, moi, je suis celle qui va aller chercher un peu des projets ou qui va trouver des initiatives ou qui va... défoncer une porte, justement, pour qu'on puisse être en mesure de pousser une solution qu'on sait que le marché en a besoin, que le marché en a besoin. Puis Francesca, elle va prendre toute mon idée, puis elle va l'opérationnaliser. Mais à ce point-ci du podcast, vous avez rendu compte que c'est peut-être moi qui est un peu plus quiet entre les deux, mais on est vraiment le duo, justement. Toutes les idées à Cindy. Absolument pas. T'étais super bonne. T'as très bien t'as parlé autant. Oui. Non, mais on se complète réellement bien. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, justement, être dans les opérations, être vraiment dans le day-to-day, puis dans les projets, les deadlines, tout ça. Puis, c'est pas tout à fait la question que tu as posée, mais... Tu sais, Cindy a été ma boss 2 fois, puis elle est venue me chercher à 2 reprises, justement, pour que je travaille avec elle. Puis, tu sais, moi, ce que je vis dans l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi, tu sais, je suis un peu plus jeune. Puis pour moi, des fois, ça a été un défi parce que le secteur minier, bien, c'est tous des hommes blancs plus âgés, là, disons-le comme ça, c'est pas négatif. Puis des fois, c'est plus... J'avais peut-être peur de me faire prendre au sérieux, mais tu sais, le fait d'être ensemble, puis le fait de cette relation-là de mentor-mentoré, on se rend compte que justement, notre reach est beaucoup plus grand parce qu'il y a toute cette nouvelle génération qui est très motivée par le développement durable et par l'ESG. Exact. Fait que ça nous fait qu'on a un réseau un peu plus élargi de par la différence aussi. Elle travaille avec la relève. Puis moi, je prends du vin avec les old-timers. Hey, mesdames, merci. C'était le fun de découvrir Ethos. Puis merci d'avoir participé au podcast. Merci de l'opportunité, Manon et l'équipe de Rouillé. Faire entendre une industrie qui nous est chère. Voilà le cœur de ce projet qu'on porte avec Agnico Eagle. Ensemble, on démystifie, partage et rend possible cet univers qui nous passionne. Et l'aventure continue. On se retrouve dans le prochain épisode.